Bienvenue. D'abord, je dois remercier Olia, le sponsor, qui me donne la possibilité aujourd'hui de vous parler de l'imagerie multiparamétrique en ORL. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et je vais essayer de vous parler d'abord de la technique en montrant quelques cas. Puis, nous allons plus loin avec des exemples, et puis quelques cas pour vous, pour penser de quoi il s'agit, de quelle tumeur il s'agit, et de ce qu'on peut faire en thérapie. Donc, quelles sont les indications? Donc, caractérisation tumorale, c'est évident. Très souvent, on a besoin de biopsie, et ça reste comme ça. Mais quand même, quand on a aujourd'hui la perfusion et la diffusion IVIM, c'est la diffusion sans le facteur vasculaire qui normalement est ajouté et qui fait une fausse diffusion. Quand on utilise ces deux techniques, on peut mieux caractériser des lésions. Puis, il y a le pré-traitement et la planification. Donc là, on va chercher, quand on a une tumeur, est-ce que c'est un répondeur ou non répondeur? Est-ce qu'on peut déjà prédire que la thérapie va marcher, oui ou non? Et là, nous utilisons surtout la perméabilité. Puis, il y a la surveillance du traitement et le suivi. Donc là, une fois commencé avec le traitement, on peut suivre, après 3 semaines, 2 mois, ça dépend du centre, on peut voir est-ce que la thérapie marche, oui ou non. Et on peut directement voir si les biomarqueurs changent, oui ou non. Et on peut dire, arrête, il faut faire autre chose parce que ça ne va pas marcher, vous n'allez pas contrôler la lésion. Et là, il faut les 3 techniques. Là, on va utiliser la perfusion, la perméabilité et la diffusion moléculaire, IVIM. Puis, évaluation du pronostic et prévision des résultats finaux, c'est la perméabilité. Là, en regardant la perméabilité, on peut prédire si on va, à la fin du traitement, avoir quelqu'un qui va rester sans tumeur ou qui va rechuter, qu'il va avoir de nouveau une récidive. Donc la technique, c'est très important. Et là, on utilise la technique dynamique avec injection de contraste, donc perfusion. Et là, on a choisi pour l'IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM, c'est clair, quand on est dans le tête et cou, pour voir les parties molles et les changements, c'est plus facile en IRM qu'en scanner. Qu'en scanner, c'est plutôt gris, c'est moins efficace. En plus, là, on peut répéter, il n'y a pas d'irradiation, donc on ne doit pas s'occuper ou s'inquiéter de l'irradiation. Je sais, ce sont des tumeurs et les gens, après, ils vont être irradiés. Donc, il y a des gens qui disent ce n'est pas important, mais il faut quand même savoir que de temps en temps, on est en train de regarder les tumeurs près du thyroïde, près des orbites. Et là, il faut quand même éviter de trop irradier là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il y a une différence entre le cerveau et le tête et cou. Le cerveau, là, on utilise le T2 étoile, toujours pour faire la perfusion. Mais le T2 étoile, ça donne beaucoup de susceptibilité. Et donc, dans le cou, il y a beaucoup d'air, où il y a beaucoup de flux, ça pose des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser le T1. Donc, on fait du perfusion T1 dans le cou. Mais là, il faut quand même être au courant qu'il y a des problèmes avec le T1. Ça doit être stable parce que aussi la susceptibilité va changer un petit peu le T1. Donc, il faut faire de calibration T1. Et même aujourd'hui, on va plus loin, on va même faire de calibration sur le champ, pas le champ de l'aimant, mais le B1. Et là aussi, on va le calibrer. Donc, ça prend du temps, mais c'est important. Donc, il faut prendre 3 angles de bascule avant de commencer, un T1 à 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés. Et puis, tout ça est pris en compte une fois qu'on commence à calculer les images. Puis, il y a la résolution temporale. Quand on veut faire de la perméabilité, donc, il faut savoir combien de sang entre dans la région avec la tumeur et combien sort et à quelle vitesse ça se passe. Donc, pour savoir comment ça entre, on appelle ça le Arterial Input Function. On va voir ça dans une minute. Et là, on doit définir cette courbe de premier passage du contraste très, très en détail. Et c'est pour ça que les premières 60 secondes, il faut faire vite. Et vous voyez là, on fait le coup, tout le coup, de haut en bas, chaque 2 secondes. Donc, on répète ça 30 fois. Dans la première minute, on fait le coup 30 fois pour bien définir la courbe de premier passage. Après, on n'a pas besoin de cette vitesse. On va ralentir l'aimant et puis on va faire chaque 10 secondes à peu près. Et vous voyez, en total, on fait le coup 64 fois, 100 images, 6400 images en 6 minutes. Pourquoi 6 minutes? Parce qu'en tête et cou, il y a des tumeurs qui vont atteindre leur maximum après que 210, 220 secondes. Donc, pour savoir que ça s'arrête de monter et va avoir un washout, il faut au moins
mesurer 6 minutes. C'est pour ça qu'on va mesurer 6 minutes. Puis la résolution partielle est importante parce que dans le tête et cou, très souvent, on a des petites lésions. Donc, si ce sont des coupes de 3-4 mm, on peut les louper. Donc, pour ça, une résolution isotropique de 1,3 mm. Et donc, pour couvrir ça, 13 cm, pour aller de la base du crâne jusqu'au médiastin, il faut 13 cm. Donc, voilà la technique qui est quand même demandante. Ce n'est pas évident de faire ça en 1,5. C'est pour ça qu'on fait ça en 3T. Puis, injection de contraste est important. Ça doit être assez vite, au moins 3 cc par seconde. Et très, très important, il faut un délai. Ça veut dire on commence avec les séquences et on attend 6 secondes pour injecter parce qu'il faut être certain qu'on a quelques images sans contraste. C'est la base, c'est la référence. Si on loupe ça, c'est foutu. On ne peut plus rien calculer, on ne peut plus rien faire. Donc c'est très important. Puis en plus, parce qu'on prend des images T2, T1 quand même, les anatomiques, on prend les images perfusion, perméabilité et IVIM. Donc pour avoir tout au même niveau après, pour évaluer tout ensemble dans une seule image, on veut que ces images sont en parallèle au même angulation. Donc, il ne faut pas anguler l'un comme ça et l'autre avec 5 degrés d'une autre direction parallèle. Donc, ça, c'est la technique qu'on utilise. Voilà. Ici, vous voyez la calibration T1. Donc, avant de commencer, on va faire 3 séries avec des angles de bascule différents. C'est simplement pour faire la calibration T1 et pour être plus certain que les résultats qu'on va calculer après sont exacts. Et puis, là, vous voyez ce qui se passe. Hein. Là, on a 64 séries. Voilà, ça, c'est à blanc. Et là, ça, c'est après 6 minutes. Là, vous voyez passer sur un coupe les 64 séries. Et puis, vous voyez que chaque série, ça commence au niveau du médiastin. Là, vous voyez jusqu'en bas. Ça, c'est en 2 secondes, on fait toute une série. Et là, on va jusqu'au niveau de la base du crâne, même intracrânien, avec ce tumeur là-bas. Donc, vous voyez à tel point, on a toute une série en 2 secondes en perfusion. Et voilà, donc les 60 donc, dans le temps. Et puis ici, vous voyez pourquoi c'est si important. Ça, c'est la Arterial Input Function, le premier passage. Et là, on a 60 secondes. Et là, on a 30 points pour définir cette courbe. Imaginez, vous avez une séquence que chaque 10 secondes, vous avez 6 points. Vous n'avez jamais trouvé le sommet, ou il faut avoir de la chance que c'est jusqu'au moment que vous allez mesurer. Donc ça veut dire que normalement, si tu n'as que 6 points, probablement la courbe va être plus bas, et donc ça veut dire que tu as déjà une erreur sur le flux qui entre et sur la perméabilité. Donc, cette perfusion fournit des données assez précises sur la microcirculation tumorale. Et là, on va avoir des courbes de perfusion de 1 jusqu'à 5. Et on va voir quel type de courbe on a là. D'abord, il y a la perfusion, mais il y a aussi la perméabilité. Et là, une fois qu'on a toutes ces images qui entrent, 6400 images dans 6 minutes, il faut les calculer. Ce n'est pas évident. Donc là, il faut des logiciels qui sont capables de faire. C'est là que Olia arrive dans le jeu. Et vous voyez ici qu'il y a certains modèles pour calculer la perméabilité. Donc le sang qui entre avec le contraste, puis il y a une fuite vers l'espace cellulaire, extracellulaire, puis l'espace, les reins. Et là, il y a l'aller et le retour qu'on va mesurer dans la tumeur, la vitesse de retour qui vont dire quelque chose sur le type de tumeur. Il y a des modèles qui sont très simples, comme le Tofts et Kerr mode. Puis, on a commencé, il y a une année, 18 mois, avec le Extended Tofts. Ça, c'est le Tofts et Kerr mode. Et maintenant, on a même vu qu'on veut plus de détails. Ce sont des modèles qui sont plus complexes que ça, qui prennent en charge encore d'autres phénomènes de perméabilité. Et donc, maintenant, on est même passé aux formules de Lorentz-Elie, qui est plus compliqué. Ça prend un petit peu plus de temps de calculation, mais c'est plus correct en perméabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur ces courbes qui disent quelque chose sur la microcirculation tumorale? Il y a 5 courbes et c'est un paramètre qualitatif. Et là, on va le diviser en 5. D'abord, il y a le enhancement ratio, c'est la prise de contraste. Si la prise de contraste est moins de 20%, on dit que c'est une courbe plat, ça veut dire un type 1. Si c'est au-delà de 20%, on a un 2 jusqu'à 5.
comment est-ce qu'on va diviser ces autres 4 types? D'abord, nous allons regarder le mean transit time. C'est le temps jusqu'au moment que la prise de contraste est au maximum, et puis il y a le washout. Si le maximum time il est plus de 120 secondes, c'est un type 1. Vous voyez, ça veut dire il ne descend pas, il continue, type 2. Mais il y a les 3 autres, ça veut dire qu'ils ont leur maximum avant 120 secondes. Et là, il y a 3 types. Il y a le type 3, où il y a un washout qui est de moins de 30%. Puis il y a deuxième groupe, type 4, qui est entre 30 et 70%. Et puis il y a le type 5, où il y a un washout qui est de plus de 70%. Donc ça sont les 5 types. Ça, c'est la classification. Il y a d'autres, mais ça, c'est celui qui, est, pour moi, est le plus utilisable. C'est la classification de Sumi. C'est un article très intéressant sur cette technique. Donc là, vous avez un exemple. C'est donc ici, on voit les images de perfusion. Je n'ai pas déjà ajouté les autres. Et là, vous voyez, ça, c'est le arterial input. Et ça, c'est la courbe de la tumeur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une prise de contraste de plus de 20%. Et ça continue. Vous voyez, le maximum, il est au-delà de 120 secondes. Ça veut dire c'est un type 2, courbe type 2. Si c'est un courbe type 2, est-ce que ça veut dire qu'on peut définir la lésion? Non, pas du tout. Ça dit déjà quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Regardez ce que ça peut être. Ça peut être maligne, bénigne et différentes tumeurs. C'est pour ça que je crois, et c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser multiparamétrique. Ça dit quelque chose, mais c'est seulement ensemble avec d'autres paramètres que ça m'aide à aller plus loin. Et donc ici, de quoi est-ce que j'ai besoin? De la diffusion moléculaire, cette diffusion mais plus correcte, qu'on va mesurer. Et là, vous voyez en type 2, s'il y a une diffusion au-dessous de 0,6, tout le monde le sait, c'est un lymphome. Si c'est entre 0,6 et 1, la plupart des tumeurs sont des carcinomes épidermoïdes. Et si c'est entre 1 et 1,2, ce sont des tumeurs malignes des glandes salivaires. Mais on peut aussi avoir des types 2 avec des lésions bénignes, mais là, la diffusion va être au-delà de 1,2. Et même entre les lésions bénignes, on peut commencer à distinguer, par exemple, les schwannomes et les adénomes pléomorphes, parce que là, on a aussi la fraction vasculaire. Je vais revenir là-dessus, ce que c'est la fraction vasculaire, qui sort aussi du IVIM, de diffusion moléculaire. Et donc, comme ça, on peut aller encore plus loin pour distinguer les types de lésions. Ici, c'était un carcinome épidermoïde, c'est clair, c'est dans la cavité buccale, c'est le plus fréquent. Donc, qu'est-ce que c'est la diffusion moléculaire? Le IVIM, donc le Intravoxel Incoherent Motion. Donc, diffusion, on connaît tout, ce sont les mouvements des protons en micromètres à travers les membranes cellulaires et entre les cellules. Et cette diffusion est diminuée en cas de tumeur maligne, et ça, on va mettre en valeur ADC haut ou bas. Mais IVIM, c'est quoi IVIM? C'est la vraie diffusion D qui est contenue de flux vasculaire à des valeurs de B faibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de faire un B0 et un B1000, on fait 11 valeurs. Et ça veut dire surtout les valeurs bas. Pourquoi? On fait du 30, du 50, du 80, du 100, 120, parce que c'est là qu'il y a une erreur. Pas sur les autres valeurs B. Mais en bas, vous voyez, il y a le hockey stick. Il y a la descente en diffusion très vite, exponentielle, vers 300. B300. Et puis après, il n'y a pas plus de différence. Mais la vraie diffusion, c'est ici la ligne entrée. Et là, ça va couper la ligne Y. Ça, c'est la fraction vasculaire qu'on va mesurer là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans un mesurement de diffusion, tu as des vaisseaux aussi. Et dans le vaisseau, il y a aussi des mouvements. Et c'est pris comme diffusion. Il faut les éliminer. On peut seulement faire ça en regardant les valeurs de B faibles. Donc comme ça, au lieu d'avoir un hockey stick, le D, c'est la ligne tout droit qui est correcte. Donc là, on va faire la correction. Et puis, le FP, c'est la fraction vasculaire. C'est là qu'on peut encore utiliser un autre paramètre pour mieux distinguer les lésions. Voilà, continuons. Exemple, ici, vous avez une lésion dans la glande parotide, c'est clair. Et nous regardons la courbe, c'est quoi? Plus de 20%, oui. Et puis, vous voyez, il y a une washout. Une washout qui est, moins de 30%. Donc, ça veut dire que c'est une courbe type 3. Qu'est-ce que ça peut être? Un lymphome. Mais un lymphome doit avoir une diffusion de moins de 0,6. Ça peut être un carcinome épidermoïde et une tumeur maligne si c'est au-delà de 0,6. Mais là, on peut utiliser aussi les valeurs
fraction vasculaire. Si c'est au-dessous de 1,7, c'est un carcinome épidermoïde. Si c'est au-delà, ce sont les tumeurs malignes des glandes salivaires. Et vous voyez à tel point on commence à utiliser. Chez ce patient-là, c'était 1,1. Donc, on est dans le groupe des tumeurs de parotide maligne. Et puis, chez ce patient-là, il y avait une biopsie, c'était un carcinome sarcomatoïde. Donc, vous voyez à tel point, on a une courbe, on a la diffusion, on met les deux ensemble et on sait déjà à peu près de quoi il s'agit. Autre exemple, ici, on a de nouveau patient avec une lésion dans la glande parotide. Tu vois là, haut dans la glande parotide à gauche. Et là, vous voyez, il y a une courbe, plus de 20%, donc ce n'est pas type 1, et puis une descente qui est plus de 30%. Ça veut dire que c'est une courbe type 4. Si on a une courbe type 4, il n'y a pas grand-chose qui reste. Là, on a les lymphomes et les ganglions lymphatiques, mais là, le P, donc la fraction vasculaire, est de moins de 1,7. Ou on a des tumeurs de Warthin, aussi des tumeurs glomiques, mais normalement, les tumeurs glomiques, on a déjà fait le diagnostic avant, on ne va pas faire de la perfusion là-dessus. Mais ils sont comparables en perfusion qu'une tumeur de Warthin. Donc, très très simple, pour les tumeurs de Warthin, on a un type 4 et pas beaucoup d'autres choses. Donc ici, vous voyez la courbe, on a fait la ponction et voilà, c'était une tumeur de Warthin, mais c'est typique, c'est une courbe typique, donc très facile à faire le diagnostic aujourd'hui d'une tumeur de Warthin. Pas seulement sur la diffusion moléculaire et la courbe de perfusion, mais aussi, et je vais vous montrer, avec d'autres paramètres dans d'autres études qui sont sorties. Pour être complet, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la courbe type 1 et courbe type 5. La courbe type 1, ici, vous voyez, c'est une tumeur du nasopharynx qui a été irradiée avec une zone nécrotique. On a mesuré dedans et qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une courbe type 1 qui est tout plat. Il n'y a rien, il n'y a pas de vascularisation, c'est clair, ça c'est le type 1. Et le type 5, c'est quoi? Là, on a mesuré, on a dit c'est quoi? Il y a une prise de contraste, mais c'est très régulier. C'est simplement un vaisseau qui est aplati, qui est refoulé contre la base du crâne. Et donc là, c'est clair, on a une courbe type 5 qui est la même comme le arterial input function. C'est comme une artère, c'est comme un vaisseau. Et là, tu as une washout qui est plus de 70%. Donc les 4 courbes sont définies comme ça. Et puis, on peut commencer à jouer déjà. Et si vous avez une lésion dans le cou, et là, on va regarder c'est quelle courbe. C'est une courbe là, type 2, qui monte. Il n'y a pas de washout, c'est un type 2. Et on a une diffusion de donc moléculaire de 1,64. Ça veut dire que c'est bénin. Et puis, il y a aussi là, vous voyez, ce n'est pas très clair. Et ça se passe, c'est clair. En médecine, il n'y a rien qui est 100%. Là, on est juste entre plus ou moins 1,7, on ne sait pas. Donc là, on ne peut pas vraiment utiliser. Mais vous allez voir que là, quand on a une courbe type 2, et c'est bénin au-delà de 1,2, le diagnostic différentiel, c'est schwannome et adénome pléomorphe. C'est clair que ce n'est pas dans la glande parotide, c'est un schwannome. Et donc là, vous voyez, normalement, il est au-delà de 1,7, il est juste sur 1,7. Mais donc, vous voyez à tel point on commence à utiliser ces paramètres. Donc les paramètres, c'est la forme de la courbe, ça c'est qualitatif. Mais on a aussi des autres paramètres qui sont semi-quantitatifs. Et là, on utilise sur, pas seulement la courbe temps-intensité du signal, mais on va l'utiliser pour calculer les aires totales sous la courbe. On peut utiliser le time to peak. On peut utiliser le maximum enhancement, le washout ratio. Ça sont des paramètres qui sont semi-quantitatifs. Et là, tous ces paramètres sont utilisés dans différents articles qui ont déjà été publiés, qui sont très intéressants et qui peuvent être ajoutés multiparamétriques à les paramètres qu'on a déjà vus. Par exemple, ici, c'est un article de Hisatomi qui est très intéressant sur les glandes salivaires. C'est un article très simple, mais très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la perfusion. Il a dit, voilà, si tu as, par exemple, un tumeur de Warthin, comme on vient de voir, il y a toujours un time to peak qui est moins de 60 secondes. Donc, si tu as une lésion dans la glande parotide et la perfusion a un maximum moins de 60 secondes, c'est clair, c'est une tumeur de Warthin. Il ne faut plus en discuter. Puis, si tu as quelque chose qui est entre 60 secondes et 210, c'est une tumeur maligne. Et si tu as quelque chose qui a un maximum au-delà de 210, c'est un adénome pléomorphe. Donc, simplement en utilisant ce paramètre-là, tu as déjà des résultats. Regardez, 3 exemples. Ça, c'est une tumeur haut dans la parotide du côté gauche. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Quand on regarde bien, on a un temps maximum au-dessous de 60 secondes. C'est déjà fait.
Et puis, si on voit qu'il y a un washout qui est quand même très important, c'est une tumeur de Warthin. Puis, deuxième, il y a une tumeur de parotide qui descend. Et là, vous voyez qu'il y a un maximum après 100 secondes. Ça doit être maligne. Ils ont ponctionné, c'était un adénocarcinome ex-pléomorphe adénome. Et puis, un autre plus haut, parotide qui va en arrière. Et là, vous voyez, le maximum, il est à 210. C'est un adénome pléomorphe. Donc, comme ça, on peut déjà savoir de quoi il s'agit. Donc, ces paramètres peuvent être installés, parce qu'il y a plusieurs articles qui ont été publiés. On suit surtout soumis. Et vous voyez, avec le software qu'on a pour calculer et pour donner des couleurs sur notre mapping, qui donne la perfusion, la perméabilité et le IVIM, le démoléculaire, tout sur les mêmes coupes, sur une image. Donc là, on peut installer ça dans le logiciel. Par exemple, les critères de soumission très simples. Voilà, courbe T2, type 2 et plus, ça commence quand il y a une prise de contraste de plus de 20%. Voilà, c'est ici inclus. Puis, on peut dire le plateau entre 0 et moins 30, donc une descente de moins de 30%, c'est courbe 3, puis courbe 4 et au-delà 5. Donc, vous voyez, tu peux mettre les paramètres. Si tu penses que ça doit être 20 ou 25, tu peux le changer. Et c'est comme ça qu'on va utiliser le logiciel. Donc, le schwannome qu'on a vu, c'était simple. On avait donc une diffusion qui était bénin. Là, c'était entre les deux. Et voilà le schéma de soumis. Ça doit être avec des plus grandes séries, plus raffinées et plus détaillées dans le futur, mais les séries vont suivre. Mais vous voyez ce qui se passe là. Donc, pour la lésion qu'on a vue, c'était un type 2, c'était une diffusion au-delà de 1,2, et donc là, avec le PP, donc la fraction vasculaire, on était entre les deux, on ne savait pas très bien, mais quand on voit la lésion et le type de lésion, ça a dû être un schwannome. Voilà un autre exemple. Ici, on a un carcinome épidermoïde dans le plancher buccal. Type, voilà, plus de 20%, maximum, et washout de moins de 30%, c'est un type 3. La diffusion moléculaire, c'est de 0,94. Et le P, c'est du 0,9. Donc, vous voyez ça, tu vois, tu as tous ces données ici avec le minimum, le maximum, la déviation, standard, et tout est là. Et donc, dans ce cas-là, regardez, on a donc type 3 et 0,4 et 0,9. Donc, on est en type 3, c'est ici. On a 0,9, donc on est dans ce groupe, et on est 0,09, donc ça veut dire, ici on est dans le groupe du spinocellulaire et des tumeurs malignes de glandes salivaires. Donc vous voyez, à tel point, on peut aller distinguer de quoi il s'agit. Donc, autre possibilité, c'est un autre article qui, de nouveau, utilise les mêmes paramètres, mais pour aller suivre les patients après chirurgie. C'est un article de Furukawa qui est très intéressant et qui utilise le Time Intensity Curve pour regarder le time to peak, qu'on connaît déjà, le Relative Maximum Enhancement, puis le Relative Washout, Enhancement and Washout. Il regarde ça, donc, et ces paramètres, regardez. Il a fait une étude pour simplement regarder. On a des tumeurs malignes qui n'ont pas déjà eu de traitement. Il y a les tumeurs bénignes. Regardez, les tumeurs bénignes ressemblent très souvent à l'arterial input function, un maximum très tôt, et puis le washout. Donc, c'est facile de les reconnaître par le time to peak. Regardez, 38, ils sont tout à fait différents des autres. Et puis, on a, après traitement, les tumeurs récurrentes, après radiothérapie, et les changements post-radiothérapeutiques. Regardez la différence. Tu vois que là, il y a un time to peak quand il y a une récurrente qui est très tôt, qui est beaucoup plus tard quand il y a des changements post-radiothérapeutiques. Il y a un washout qui n'est pas là quand on a les changements post-radiothérapeutiques. Donc, il y a deux paramètres qui sont parfaits en perfusion pour aller voir si, oui ou non, une tumeur est encore là, ou si ce sont des changements post-radiothérapeutiques. Un des problèmes les plus fréquents en tête et cou. Est-ce qu'après le traitement, est-ce qu'il y a encore des tumeurs, oui ou non? Et voilà une solution d'aller regarder plus en détail, pas anatomique, mais certainement en biomarqueur pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, le time to peak, il est très important pour regarder, quand on compare avec les autres, pour voir des changements post-thérapeutiques. C'est très important d'utiliser ce time to peak. Donc, des exemples de nouveau. Ici, nous avons une autre chose qu'on regarde très bien, c'est l'hétérogénéité des tumeurs.
Et on peut, par exemple, quand on met un ROI sur une tumeur, on peut regarder aussi comment est la distribution dans cette ROI, dans la region of interest. Donc quand on a cette courbe qu'on a mis, on va pas seulement mesurer une totalité, mais dans chaque voxel qui est dedans, on peut avoir des différences, des tumeurs, des parties plus agressives, moins agressives. Et ce qu'on a vu, c'est quand il y a des tumeurs qui sont très agressives, que la différence est énorme. Là, on va voir un tiers rouge, un tiers bleu et un tiers vert. Ça veut dire prise de contraste vite, un plateau et un wash-out. Donc, il y a des parties de la tumeur où il y a beaucoup de wash-out, beaucoup de wash-in et beaucoup de plateaux. Et ça, j'appelle, quand il y a vraiment un triangle comme ça, j'appelle ça le signe du Mercedes. C'est comme un Mercedes. Et quand on voit ça, on sait que c'est très inhomogène dans la tumeur. Et ça sont les tumeurs qui sont le plus souvent le plus agressives. Et donc, ça, c'est quelque chose. Donc, ici, on a une tumeur, OK, qui n'est pas très hétérogène. Vous voyez, il a presque tout, c'est un wash-out qui est prédominante. Hein. La plupart du temps, c'est un wash-out et un wash-in qui est plutôt court. Donc, les paramètres quantitatifs dans le cerveau qu'on connaît, c'est le flux sanguin, le volume sanguin, et puis le mean transit time. Mais en T1, pour voir quelle est la perméabilité, on utilise surtout le K-trans, c'est la perméabilité capillaire. Le VP, c'est la fraction volumique sanguine. VE, la fraction volumique interstitielle. Et le CEP, c'est l'aller et le retour, c'est le CEP et le K-trans. Constante d'échange entre l'espace extracellulaire, extravasculaire et le plasma. Donc, comment est-ce qu'on va calculer le arterial input? Voilà, c'est de nouveau automatisé. C'est là de nouveau qu'on a besoin d'un logiciel. Le logiciel Olia qu'on utilise là va simplement regarder sur toutes ces images où il y a les artères. Il va mettre des petits croix sur toutes les artères. C'est là, il y a des petits croix où il a mesuré. Et là, il va faire la courbe. Ça, c'est automatique. Tu peux aussi dire, ah non, je ne suis pas d'accord, je vais faire ça manuel. Et vous pouvez essayer de battre ce qui est automatique, ce n'est pas toujours évident. De temps en temps, on réussit. Ça dépend cas par cas. Donc là, vous pouvez avoir cette courbe qui est le plus juste, parce que c'est très important d'avoir cette courbe en double courbe, là, tu vois, double sommet. C'est très type, c'est le premier passage. OK, une fois qu'on a ça, on peut commencer à calculer, mettre toutes les images dans l'ordinateur. Et il y a les paramètres qu'on peut utiliser. Le plus souvent utilisé, c'est le K-trans. C'est donc le transfert du gado vers la tumeur, l'espace extracellulaire. Mais est-ce que c'est la meilleure? On sait par exemple pour les carcinomes pas différenciés, le K-trans est le plus haut que les lymphomes et les carcinomes épidermoïdes. La même chose, c'est pour les aires sous la courbe qui sont mesurés après 90 secondes. Et probablement, c'est plus stable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de publications. Pour une raison, les premiers qui ont commencé ont utilisé le K-trans. Donc, la plupart d'informations qu'on a en littérature, c'est le K-trans. Mais je pense que probablement dans le futur, c'est ça qu'il faut utiliser, parce que c'est plus stable et plus correct. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette perméabilité? Pré-traitement, identification des répondeurs versus les non-répondeurs. Là, on va regarder tous ces paramètres. R sous la courbe, quand c'est augmenté, le contraste maximum, ça veut dire qu'il y a une néovascularisation. Aussi le VE, plus d'approvisionnement tumoral, plus dans l'espace vasculaire. Donc, on va avoir une courbe raide. Ça veut dire que c'est une tumeur très vascularisée. Et il y a moins de régions hypoxiques et nécrotiques, donc ça veut dire que la thérapie atteint mieux toutes les parties de la tumeur et répond bien à la thérapie. Et là, il y avait une étude de nouveau qui a montré que là, le K-trans, il y a un seuil de 0,45 qui peut être utilisé. Quand on est au-dessous de ce seuil, le contrôle local est plus élevé. Quand on est sous le 0,45, le contrôle local est plus bas. Et voilà, ça c'est l'étude de Shuhang qui a montré ça. Regardez, c'est les mois et le local control rate, contrôle local. Et là, vous voyez, quand on a un K-trans qui est au-delà de 0,45, voilà, on n'a plus de succès. Une fois qu'on a un K-trans qui est au-dessous, voilà, il y a des chutes. Donc, il y a des récidives, il y a moins de contrôle local avec la thérapie. Donc, très important. Et il conclut, le K-trans était un facteur prédictif d'échec local après chimioradiothérapie.
ce qui implique que la vascularité et perméabilité tumorale sont plus révélatrices de contrôle local que la cellularité, le métabolisme et le volume et le T-star de la tumeur. Donc, ce qu'il dit, voilà, il faut aujourd'hui utiliser les biomarqueurs qui disent plus ce qui va se passer que toutes les autres choses qu'on connaît, anatomiques, stades, dans le passé. Mais, ça sont mes remarques, nous avons besoin de plus grandes séries encore, c'est le début, et informations prédictives de radio et chimiothérapie séparément, parce que maintenant on connaît ce qui se passe quand on donne radio-chimiothérapie, mais on ne sait pas ce qui se passe quand on fait du radio ou du chimiothérapie seul. Donc voilà quelques exemples. Tumeur de la plancher buccale, là vous voyez la lésion, et voilà, courbe type 3, on a une courbe type 3, et là vous voyez, chez ce patient, on a un 4 de 0,77. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, on peut s'attendre à un bon contrôle local parce que le 4 il est trop haut, le patient a été irradié et il a répondu et il n'a pas eu de tumeur récurrente. Un autre exemple, même type de tumeur, plancher buccal, mais chez ce patient-là, courbe type 2, mais là, vous voyez que nous avons un 4 de 0,27. C'est tout à fait différent. Même tumeur, tous les deux sont carcinomes épidermoïdes, mais l'un a un 4 plus haut. Celui-là, ils ont irradié, ils n'ont pas pu contrôler, ils ont fini avec de chirurgie. Donc vous voyez à tel point, ces choses qu'on connaît déjà dans la littérature, ça marche. Mais c'est évident, de temps en temps, vous allez avoir un 4 qui est de 0,45. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là? Il est entre les deux, on ne peut pas prédire, probablement il va réagir, mais là, c'est la zone grise. Donc, surveillance du traitement et le suivi, et évaluation du pronostic et prévision des résultats finaux, ça on sait déjà depuis quelque temps. Et ça sont quelques images que je montre. C'est Vincent Van de Cavey de Louvain qui a travaillé là-dessus depuis des années. Ce sont des images qui ont 5-6 ans déjà. Et là, au début, il savait déjà, regardez, quand on a une tumeur de larynx, la diffusion est positive, la ADC est bas, et vous voyez, étude de base, là, on a une pente artérielle qui est haute. Donc, perfusion. Et à cette époque-là, ils ont suivi 2 semaines au cours de radiochimiothérapie, et vous voyez, la lésion est encore même taille à peu près, mais la diffusion du biomarqueur, la diffusion B1000 descend, il y a moins d'hypointensité en ADC, et vous voyez, la pente a disparu, la courbe a changé. Et donc, dans ces cas-là, 2 ans plus tard, ils ont vérifié rémission tumorale complète 2 ans après la thérapie. Donc, on peut prédire avec ces biomarqueurs, même à long terme, si on va avoir du succès, oui ou non. Un autre exemple, ça c'est un patient qui arrive, étude de base. Vous voyez la diffusion. OK, prise de contraste. 2 semaines au cours de radiochimiothérapie, regardez, ça pousse, c'est plus intense, c'est moins intense, et il y a une pente plus raide. Ça vient d'une courbe 2 à courbe 3. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, il y a une récidive, rechute 5 mois après la conclusion de chimioradiothérapie. Donc, on sait déjà, même à long terme, qu'on peut utiliser ces paramètres, si c'est mauvais au début, ce que ça va donner à long terme. Et voilà quelques exemples que je montre maintenant. Maintenant, on a tous les atouts. On a vu la diffusion moléculaire, on a vu la perméabilité, on a vu la perfusion et on a vu des études qui utilisent différents paramètres. Maintenant, quelques exemples. Regardez celui-là. C'est un patient qui arrive, il a une tumeur sous le rocher. Ah, là-bas, il y a une lésion. Au début, ça va dans le conduit auditif externe. On pensait d'abord que c'était une otite maligne externe. Mais ils ont pris une biopsie et le biopsie, il est revenu carcinome épidermoïde. Donc, ce n'était pas une otite maligne. Donc, dans ce patient-là, on fait du perfusion. Et regardez ce que ça donne. Ça donne une courbe type 2. Plus de 20%, mais pas un maximum avant 120 secondes. Donc, début de la radiothérapie, ils vont commencer. Mais, ils vont commencer, vous voyez, c'est quand même homogène. Hein, normalement, on a des tumeurs plus inhomogènes quand ils sont malignes. Mais regardez, j'ai un K30 de 0,19 qui est extrêmement bas. Et là, on a dit, mais c'était vraiment le début, quand on utilisait cette technique, on a dit aux oncologues, ah oui, mais quand on suit la littérature existante aujourd'hui, ça va poser des problèmes. Ils disent, c'est trop tôt, on ne s'en occupe pas. On fait comme toujours, ça, on ne peut pas prendre en compte, c'est trop tôt. Donc, ils continuent. Et puis, là, vous allez voir, le patient, il revient, et là, vous voyez, ça pousse en antérieur. Donc,
5 mois plus tard, la tumeur sous traitement a poussé. Ils ont simplement irradié. Donc là, vous voyez la masse qui est maintenant antérieure du processus stéloïdien. Et vous voyez aussi en coronale maintenant, c'est plus sous le rocher, c'est autour du rocher et en bas. Donc ça a poussé sous traitement, mais on pouvait le prédire. Donc là, suivi après 5 mois, après le début de la radiothérapie, non répondeur, ce qui était prévisible. OK. Ils disent alors, OK, il faut changer la thérapie, on va ajouter du chimio, cisplatinum et herbitux. C'est pour ça que je dis qu'on a encore besoin des données sur des traitements seulement radiothérapie et chimiothérapie, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec l'un et l'autre. Donc là, ils commencent, et qu'est-ce qui se passe? Surveillance du traitement, donc. Maintenant, c'est encore après 5 mois, ils n'ont pas déjà donné la chimiothérapie. Regardez ce qui se passe. Du courbe type 2, on est venu au type 3, qui est plus agressive, qui est un type 3. Et en plus, vous allez voir là que maintenant, on a une diffusion qui est de 1,04, qui est maligne, qui est entre 1 et 1,2, sont plutôt des glandes salivaires malignes et des spinocellulaires, comme ici. Puis, ils continuent avec leur thérapie. Regardez aussi le K-trans, il a changé de 0,10 à 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la thérapie a fait quelque chose. Mais une fois que la thérapie a été là, on ne peut plus utiliser le K-trans. Ça va maintenant plus être prédictif de ce qui se passe avec une autre thérapie. C'est seulement la première fois non traitée qu'on peut vraiment interpréter le K-trans. Donc là, vous voyez, c'est le signe de Mercedes qui arrive, les 3 couleurs. Et donc, ça veut dire que ça devient plus inhomogène, plus agressive, plus inhomogène. Puis, après 10 mois, après la radiothérapie, qu'est-ce qui se passe? Regardez, cette convexité a diminué. Il a répondu au traitement chimiothérapie sur la radiothérapie en plus, mais vous allez voir ce que ça donne en biomarqueur. La courbe 3 a changé en courbe 2 de nouveau. Et regardez, la diffusion est de 1,04 devenu 1,5, qui est bénin. Et non homogène, regardez la tumeur. La signe de Mercedes a disparu. Donc il a répondu. Il a répondu, mais on voit encore la lésion. Est-ce qu'il y a encore de tumeur, oui ou non? Donc on continue à suivre le patient. Il est venu il y a 3 semaines, il est revenu, et on voit encore la lésion. Ça n'a plus poussé, mais le patient, 16 mois après le début de la chimiothérapie, la masse est un peu plus convexe, mais on peut en discuter, mais on pensait que c'était plus rétréci, mais plutôt resté le même, un petit peu plus grand, et les biomarqueurs deviennent pires. Regardez ce qui se passe. Donc on voit anatomique, on a discussion, est-ce que c'est oui ou non sous contrôle, et puis on regarde de nouveau la perfusion-perméabilité, et regardez ce qui se passe. Il repasse de type 2 en 3, et il passe de 101,5 de nouveau à 0,9. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils ont contrôlé, ils ont stabilisé avec la radiothérapie, mais ils n'ont pas contrôlé. Et donc ça va de nouveau éclencher. Il faut une chirurgie, autrement ils ne peuvent pas contrôler ce qu'on savait dès le début. Donc, mais vous voyez à tel point on peut utiliser. Il y a l'anatomie qu'on connaît, mais c'est tout à fait différent le moment qu'on commence à regarder les biomarqueurs. C'est une autre histoire, c'est une autre façon de regarder les choses. Voilà un autre exemple. Ça, c'est un patient qui arrive avec une tumeur gigantesque de la glande parotide. Il y a 2 compartiments. Le compartiment qui est près de la glande sous-maxillaire, mais c'est une lésion de la parotide. Et voyez les 2 compartiments. Et c'est clair, quand on a une hypointensité dans une tumeur de glande salivaire, c'est plutôt maligne. Là, vous voyez, ils ont pris une biopsie à ce moment-là déjà. Et vous voyez le problème maintenant, comme c'était un adénome pléomorphe qu'il suivait depuis des années, le problème, c'est que le patient arrivait soudain avec une paralysie faciale. Regardez ce qui se passe. Ça refoule, ce n'est pas agressif, mais il commence à refouler la base du crâne. Et ici, quelque part, il y a le nerf facial. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent réévaluer. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a 2 compartiments de la tumeur. Il faut les définir. Regardez, là, en B1000, mais quand on regarde le D, la diffusion moléculaire, vous voyez que l'hypointensité est plus visible dans la partie antérieure, plus noire que la partie postérieure, qui a un certain T2 shine through. Donc là, on va mesurer. Qu'est-ce qui se passe? Quelle partie est quoi? Donc on va mesurer d'abord dans la partie postérieure, là-bas, le plus haut. Et là, vous voyez qu'on a une courbe type 2, mauve, là. Et donc, quand on regarde cette courbe-là, ce n'est pas inhomogène.
vous voyez qu'il y a un ADC de 2, ça veut dire bénin. Et puis le K30, dans les bénins, il est toujours très bas, mais ça n'a pas d'importance. Et puis vous voyez le FIVIM, la fraction vasculaire, est de 0,11. Donc, quand on regardait ça, c'est un type 2, c'est au-delà de 1,2 en diffusion, et c'est plus bas que 0,18. Donc ça veut dire que c'est ou un pléomorphe adénome ou des schwannomes. Donc on tombe dans cette groupe. Puis deuxième partie, la partie antérieure, là, 6 et 7, on va mesurer. Et là, vous voyez qu'on a une diffusion moléculaire qui est de 1,14. On a un K30 qui est de 1,56. Donc ça va répondre très bien à la thérapie. Et vous voyez une courbe qui est de type 3. Donc, courbe de type 3, c'est ça. Notre diffusion moléculaire est entre 1 et 1,2. Donc, on tombe dans la groupe des tumeurs malignes. Mais il y a aussi, ce n'est pas toujours 100%, ça peut aussi encore être des carcinomes épidermoïdes. Mais le plus fréquent, dans ce groupe-là, on trouve les tumeurs malignes des glandes salivaires. Donc, on peut déjà imaginer ce qui se passe. C'est probablement le pléomorphe adénome qui est devenu maligne, qui est devenu un adénocarcinome. Et donc là, on peut simplement ajouter les paramètres des isotomies pour être certain, multiparamétriques. Et là, on va regarder, et vous voyez, dans la partie inférieure, où est le maximum. Le maximum, il est à 100, donc on tombe dans le groupe avec les tumeurs malignes. Adénocarcinome, ex-pléomorphe adénome. La partie postérieure, un maximum après 210. Donc, c'est un pléomorphe adénome. Donc, vous pouvez distinguer dans la même tumeur les parties qui sont malignes et ceux qui sont bénins. Donc, avec cette technique, on va plus loin. Et donc, dans ce cas-là, on a donc des tumeurs malignes des glandes salivaires. La division moléculaire montre ça, mais on a un contrôle local qui peut être bon. Mais dans ce patient-là, c'était quand même maligne et très grand. Ils ont décidé d'abord de l'enlever. Enlever la partie maligne et de laisser la partie bénin. Parce que c'était très difficile d'enlever la moitié de la base du crâne. Ce n'est pas évident de fermer ça. Donc, ils ont fait ça. Le patient revient, et vous voyez, dans toutes les parties qu'on mesure, c'est bénin, c'est type 2, sauf dans un seul. Et regardez comme c'est facile de le reconnaître sur tout ce qui est perméabilité et perfusion. Là, dans la fosse ptérygopalatine, ils ont laissé une petite partie, dans toute la tumeur qu'ils ont laissée qui est bénin, et qui est maligne, qui est, regardez, signe de Mercedes, inhomogène, maligne, et de diffusion qui est là, qui est de nouveau maligne aussi. Donc, dans ce cas-là, ils ont laissé une petite partie à ce niveau-là. Regardez, mesurer 5, c'est brun, et le mesure dans la partie adénome, c'est de nouveau bénin. Donc c'est seulement là qu'ils n'ont pas allé assez loin. Donc ils ont dû, à la limite, enlever tout, parce qu'ils ont suivi, ils ont essayé avec radiothérapie, mais c'était trop tard. Vous voyez, c'est échappé à ce niveau-là, où on a vu qu'il y avait des biomarqueurs qui étaient positifs, ça a poussé et puis à la limite, ils ont dû tout enlever avec tous les problèmes associés parce que reconstruire une articulation temporomandibulaire sans, ils ont mis une lame, la lame a nécrosé, c'est très 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 difficile à fermer un tel défait dans la base du crâne. Mais vous voyez à tel point on peut prédire ce qui va se passer. Un autre exemple, tumeur tonsillaire du côté gauche, vous le voyez là, mais il est très proche de l'artère carotide, donc en arrière. Donc là, ils veulent savoir de quoi il s'agit. Donc, on va regarder. On a des courbes type 2. Donc là, mais vous savez, un type 2, ça peut encore être un spinocellulaire, un carcinome épidermoïde. Et puis, vous voyez que dans deux parties, 6-7, vous voyez, on a des K30 qui sont différents. Parce que dans un tumeur, il y a des parties qui sont différentes en inhomogénéité, en perfusion, en microvascularisation. Mais les deux sont très mauvais. On sait déjà que si on va faire de radiothérapie, ça va être de chimioradiothérapie, ça va être très difficile à contrôler. Diffusion, mauvais. Au-dessous de 1, ça veut dire carcinome épidermoïde. Donc, ils vont l'enlever, ils l'ont enlevé, et puis après, ils ont irradié. Parce que c'était très difficile, ils ont pu enlever le tonsil, mais aller autour de la carotide, ils ont essayé, mais on n'est jamais certain qu'on laisse des cellules là-bas. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, ils ont mis une lame dedans qui est très nette, la surface, mais le patient y arrive après l'opération et après la radiothérapie avec donc le paroi qui bourgeonne. Et là, ils ont demandé de regarder, et vous voyez, il y a quelque chose au-dessous qui repousse, et vous voyez, même avec radiothérapie, après la chirurgie, ils ne sont pas capables de contrôler, mais on savait, parce que le K30, il était très bas. Et donc là, vous voyez, il y a une récidive
sous la reconstruction des parois buccales avec une courbe type qui est devenue type 3, type 2 à type 3, plus maligne. Et donc là, ils ont vérifié aussi en PET scan et vous voyez, voilà les récidives. Mais vous voyez, le Catrans a déjà montré, si vous n'arrivez pas à enlever, peut-être enlever la carotide, vous allez avoir des problèmes après à contrôler ça avec la radiothérapie supplémentaire. Et ce qui a été prouvé de nouveau par ce cas. Voilà des cas pour vous pour penser un petit peu. Maintenant, vous connaissez les règles du jeu. Et là, on a un tumeur dans le nasopharynx. Et là, on a le nerf trijumeau qui est dans l'espace masticateur. Donc, on peut le suivre. Il suit le 5. Et puis, il arrive, ça c'est là en T1, vous voyez, tous les espaces graisseux ont disparu. Et puis là, c'est le 5, il arrive dans le foramen ovale et dans la fosse moyenne. Donc là, c'est l'extension le long du 5. Donc c'est un T4. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder le biomarqueur pour savoir ce qu'on peut envisager. Donc d'abord, vous voyez la courbe, on met une courbe dedans, et la courbe est de type 3. Voilà. La diffusion est de 0,6. Presque un lymphome, mais ce n'est pas un lymphome, c'est clair, ça c'est un carcinome épidermoïde, mais donc vous voyez très bas, ça veut dire maligne. Hein? OK, le Catrans 0,7, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont être capables? Est-ce qu'ils doivent faire de la chirurgie? Est-ce qu'ils peuvent le contrôler avec du chimioradiothérapie? C'est au-delà de 4,5, donc normalement ça doit aller. Et c'est clair, dans cette région, le plus souvent, on va utiliser du radiothérapie et le Tmax, il est à 140, ce qui est complètement compatible. Regardez, est-ce que c'est maligne, inhomogène? On a le signe de Mercedes. Donc c'est quelque chose qui est très inhomogène, ça c'est une tumeur maligne, très maligne, qui est aussi visible dans l'autre paramètre qui est la diffusion moléculaire qui montre la même chose. Donc très agressive. Donc regardez ce qu'on a, un D de 0,6, on a un Catrans de 0,7 et on a un FIVIM de 0,06 qui est très bas. Donc, quand on regarde le schéma de Soumi, type 3, on est... Oh, ça pourrait être lymphome. Regardez, il y a des carcinomes épidermoïdes qui vont aussi au-dessous de 0,6. Ici, celui-là, il est sur la limite. Et donc, dans ce groupe-là, et avec un P qui est au-dessous de 0,17, on trouve surtout des carcinomes épidermoïdes, mais aussi des tumeurs malignes salivaires. Ici, c'était un carcinome épidermoïde. Donc, c'est ce qu'on avait. Donc, ils ont irradié et suivi 7 mois plus tard, et vous voyez, ça a diminué. Regardez, la tumeur est presque invisible, mais il y a encore des prises de contraste autour du 5. On suit le patient, à 10 mois, ça diminue encore. Donc un petit peu encore près de la base du crâne, mais il faut quand même regarder, vous savez, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Hein, il faut avoir le biomarqueur, ce n'est pas la morphologie qui va vous dire si c'est encore de tumeur ou quelque chose qui est plus tumeur à cause de la thérapie. Donc on va mesurer, on mesure dans cette dernière partie avec prise de contraste, et là vous voyez ce qui se passe, on a passé à un type 2, presque type 1, parce qu'il devient très très plat. Et puis, vous allez voir que la diffusion est passée au-delà de 1,2 dans la région bénignité, mais juste, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter la thérapie, continuez encore un petit peu, et vous voyez, la signe de Mercedes a complètement disparu. Donc, vous voyez à tel point, on peut aller voir ce qui se passe et comment les tumeurs vont répondre. Autre exemple, très facile pour vous maintenant, lésion dans la glande parotide du côté gauche, T2, T1, prise de contraste, iso-intensité, diffusion, restriction de diffusion en D moléculaire. Et là, les biomarqueurs, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est dans la glande parotide. Et là, vous voyez une courbe de type. C'est quel type? 3. C'est plus. Est-ce que c'est une descente de plus ou de moins de 30% par rapport au sommet? C'est au-delà de 30%, mais ça, il faut calculer, il faut voir les chiffres. Donc, c'est déjà un type 4. Un type 4, mais ce qui est le plus typique dans cette tumeur-là, c'est ça, c'est le sommet. Donc, il a un time to peak qui est à moins de 60 secondes. Si tu as une tumeur dans la glande parotide qui a un type 4 et qui a un maximum de moins de 60 secondes, c'est quoi? Tumeur de Warthin. Très simple. Donc, tu regardes les paramètres et tu sais. Et c'est important parce que les adénomes pléomorphes, il faut les enlever parce qu'il y a une chance, on est en train de discuter, mais on pense qu'il y a une chance de 25% qu'ils deviennent malignes.
Donc il faut les enlever avec le problème du facial. Les Bartins, il ne faut pas les toucher. Donc il ne faut pas y aller, il ne faut pas les biopsier. Mais maintenant, on peut les reconnaître, très facile, en utilisant cette technique. Donc, très simple, le 4, donc ADC 106, ok, ça peut être le cas, mais là, donc le courbe type 4, tumeur de Bartin. Dernier cas, regardez ici, on a un tumeur dans le plancher buccal, T2, T1 gado, diffusion, tout est positif, restriction de diffusion, et voilà une grande tumeur. Très grand, c'est déjà un T4, hein, donc en volume, et l'extension cavité buccale, il va dans le oropharynx. Donc, histologie, ils ont déjà ponctionné, ça c'est simple, c'est un carcinome épidermoïde, le plus fréquent. Et puis, ils demandent l'IRM pré-thérapeutique, donc on peut voir l'extension, mais en plus, on a les biomarqueurs. Regardez, signe de Mercedes, il est là, très inhomogène, très agressive, un tumeur, carcinome épidermoïde, mais agressive. Et puis, type de courbe, c'est quel type de courbe? On a plus de 20% qui monte. Est-ce qu'il y a un wash-out? Oui, donc ce n'est pas un type 2, c'est moins de 30%, donc c'est un type 3. Donc on a type 3. Puis on regarde la diffusion, qui est entre 0,6 et 1. Ça, c'est le groupe des carcinomes épidermoïdes. Hein? Donc tout, ça marche. Et puis, le plus important, le K-trans. 0,26. Qu'est-ce que vous allez dire aux cliniciens? Est-ce qu'il faut irradier ça? Est-ce qu'il faut donner de chimioradiothérapie? Ou est-ce qu'il faut d'abord faire de la chirurgie et après essayer ce qui reste de contrôler? En tout cas, c'est trop bas. Donc quand on va donner de chimioradiothérapie, probablement, on ne va pas contrôler le patient. De nouveau, et là je suis content qu'au début, mes cliniciens et mes oncologues ne m'ont pas cru, parce qu'autrement, je n'avais pas de preuves pour prouver que ça ne va pas si le K-trans est bas. Donc ça, c'est un autre cas où ils n'ont pas voulu déjà prendre des décisions sur les données. Et regardez, le patient, il arrive après quelques mois. Donc ici, c'est type 3. C'est un carcinome entre 6 et 0,1. Donc là, moins 1, pire contrôle local. Et mauvais répondeur, il revient sous thérapie. Regardez, il a presque doublé encore. Donc, ils ne peuvent pas le contrôler. Et donc, après, ils ont décidé, OK, après 2 mois, tu as raison, le K-trans prouve que ça ne marche pas. Il faut d'abord les opérer et après essayer de les contrôler si ça reste, il y a quelque chose qui reste. Et c'est comme ça qu'on est en train de discuter maintenant. Qui va d'abord, le chirurgien ou les oncologues? Parce que maintenant, ce sont toujours les oncologues, ils ont toujours raison. Mais maintenant, c'est discutable et on commence à en discuter. Donc, en conclusion, cette technique dynamique avec contraste en IRM peut être utilisée pour la caractérisation des lésions, perfusion. Vous voyez la courbe, les 5 courbes qu'on a eues, on peut utiliser. En plus, la diffusion moléculaire et la fraction vasculaire vont aider. Cependant, il faut une approche multiparamétrique utilisant la courbe et la diffusion moléculaire, ce qui est plus efficace, répondeur ou non répondeur. Et vous avez vu, de temps en temps, il y a un paramètre qui n'est pas correct, mais il y a toujours 2 autres pour le vérifier. Et si ça ne colle pas, il y a un problème. Mais si tous les paramètres indiquent la même chose, on va dans cette direction, on est presque certain. Puis, la perfusion perméabilité a déjà prouvé sa valeur dans l'identification des répondeurs, non-répondeurs, la surveillance du traitement, le suivi des lésions, l'évaluation du pronostic et la prévision des résultats finaux. Donc, vous voyez, il y a des choses qui marchent. Est-ce qu'on est déjà là? Non. Je pense que c'est le début, mais c'est le début de quelque chose qui nous amène de ce qui est anatomique au niveau biomarqueur, prédiction de thérapie, qui est plus important encore. Donc, je pense que c'est un atout. Pour nous, c'est très simple. Tous les patients avec des tumeurs et les suivis ont maintenant ce protocole parce que ça apporte tant d'informations. Est-ce qu'on a des échecs? Oui, il y a des choses. Il y a des cas où ça ne colle pas très bien, où il y a des problèmes qu'on ne comprend pas. Il faut plus de séries. Mais c'est déjà si intéressant et ça apporte déjà tant de choses que pour nous, c'est devenu indispensable. Je vous remercie. Des questions? Pas de questions? Si clair? Ouais. Merci.